Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie de conclure cette matinée passionnante en tant que directrice de la politique durable d'un groupe qui agrège en fait différentes façons de financer la transformation écologique entre la Caisse des dépôts qui intègre la Banque des territoires, BPI France, le groupe La Poste et la SFIL. On a pas mal de leviers et comme vous, pour beaucoup dans la salle, on commence à intégrer les risques climatiques et en vous écoutant ce matin, j'ai eu pas mal de réponses à toutes les questions pratico-pratiques que nous nous posons. Donc un immense merci. Alors vous savez aussi à quel point le groupe Caisse des dépôts est impliqué dans la question de la réorientation des capitaux vers une économie soutenable. Donc c'est pour ça que nous tenions à accueillir cette conférence. Alors je ne suis pas mécontente que finalement elle ait eu lieu aujourd'hui, c'est-à-dire après les séismes politiques que nous avons vécus, après les annonces sur les déficits budgétaires et la question de la mobilisation des financements publics pour financer la transformation écologique dans un contexte où les ressources publiques sont sous contraintes énormes. À un moment aussi où la Banque de France vient de nous le dire, on commence à entendre parler de baisse des taux. Je pense que finalement, c'était le bon moment pour se demander quels peuvent être les leviers alternatifs au financement public, en sachant bien qu'il ne faut pas lâcher l'affaire sur la partie publique et I4C est bien placé pour le faire. Mais voilà, je pense qu'en effet, cette conférence arrivait à un moment très opportun pour réfléchir à l'articulation entre l'ensemble des politiques publiques, les différents leviers que l'on peut avoir côté prudentiel et monétaire dans ce contexte contraint. Et la réflexion sur le taux d'intérêt vert au moment où on parle de baisse des taux arrive à point nommé. Alors, tous les dinosaures de l'action autour de la finance durable et de comment on réoriente les capitaux et comment on va chercher les investissements verts nécessaires à combler le gap qui est décrit depuis de nombreuses années par I4C, par d'autres, par les études faites au niveau européen. Alors, sans aller jusqu'à dire peut-être comme Karen que voilà, il n'y a pas de problème de financement, en effet, on observe une montée en puissance des financements verts avec différents outils qui permettent de répondre aux différentes notions de risque. Peut-être un petit commentaire là-dessus. Nous, ce qu'on essaye de faire à la Caisse des dépôts, c'est de faire entrer dans nos offres de prêts non vertes des critères d'adaptation au changement climatique, des critères ESG de façon générale, pour faire entrer du vert dans les financements non verts, pour verdir ce qui doit transitionner. Mais donc, le vert augmente. Et finalement, ce qu'on observe, et ce que la BCE a dit de façon forte fin 2023, c'est que les portefeuilles de crédit des banques sont considérablement désalignés par rapport à une trajectoire net zéro 2050, et qu'en fait, il y a un risque systémique lié au dérèglement climatique qui pèse sur 90% de ces banques, donc un risque de transition élevé pour environ 90% de ces banques. C'est le constat qu'a fait la BCE fin 2023, et donc, oui, il y a un sujet prudentiel et un sujet monétaire que vous avez tous très bien adressé, mais on voit que 10 ans après le discours de Marc Carnet, qu'a rappelé Marion, la tragédie des horizons est encore devant nous. Alors, comment fait-on ? D'abord, Karen Degout nous a rappelé quand même qu'avant de parler de comment réorienter les financements des banques, il fallait rappeler que les banques répondent à une demande de financement qui vient de l'économie réelle, des entreprises, et que donc l'enjeu prioritaire, c'est bien la planification écologique, la mise en œuvre du Green New Deal pour que secteur par secteur, on organise cette transition. Mais ce système financier bancaire et les investisseurs institutionnels ont aussi d'énormes leviers pour réorienter ce qui est brun et gris. Et donc, il faut aussi créer les incitations à cette réorientation. Et de ce point de vue-là, alors évidemment, et ça, Aurit l'a dit, tous les exercices de transparence liés à l'article 29 LEC et avant lui, l'article 173, SFDR, bref, tous les exercices de transparence auxquels les investisseurs institutionnels, mais aussi les banques, sont assujettis, nous ont permis de faire rentrer les questions de risque climatique dans nos logiciels. Ça n'est plus une affaire seulement
de direction du développement durable. Enfin, nous le vivons au quotidien à la Caisse des dépôts, et je pense que c'est le cas de tous les acteurs financiers qui sont dans la salle. Ça a eu un énorme mérite, c'est justement de faire entrer dans le logiciel de ceux qui ne se désintéressaient de l'ESG des enjeux climatiques et ESG. Et donc on voit aujourd'hui les directions financières s'emparer de ces sujets. Mais face au constat que j'évoquais tout à l'heure, il faut changer de braquet. Il faut changer de braquet dans cette articulation des politiques qu'évoquait Michel, puisque le signal prix ne fonctionne pas. On connaît en France les limites. Enfin, en tout cas, il y aurait beaucoup de conditions sociales à mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Et le marché seul aussi ne fonctionne pas. Alors, vous avez évoqué les leviers prudentiels dans un moment où la Commission européenne a mis sur la table cette nouvelle directive CRD qui intégrerait une exigence d'élaboration de plans de transition pour les banques, et qui, pour l'instant, met un peu de côté la question de quelle réserve prudentielle, selon quel modèle. En vous écoutant, je me dis que, en effet, et c'est un peu le plaidoyer d'I4C, je vous renvoie au papier de Julie Ancien, d'abord, il faut absolument que ces plans de transition, mais ça a été dit aussi par le représentant de l'EBA et de la Banque de France, soient connectés à CSRD, qu'ils soient bien orientés vers la définition et vers la cible net zéro 2050, et qu'ils ne s'intéressent pas uniquement à des analyses sectorielles ou à simplement une exigence de faire entrer le risque climatique dans les plans de transition prudentiels des banques, et qui est un mécanisme de sanction. Et c'est peut-être là-dessus aussi que l'on va avoir un débat sur lequel il faudra se positionner. Et enfin, je ne veux pas être trop longue parce que je ne peux pas résumer tout ce qui a été dit, c'était très riche. Mais on voit bien aussi que sur la question ces réserves prudentielles, on est tous un peu encore comme des poules devant un couteau pour savoir combien on doit mettre en réserve. Est-ce qu'il faut mettre en place un green supporting factor, un brown penalizing factor? Vous l'avez dit, il y a des enjeux derrière ces méthodes qui consistent à mettre en place un bonus-malus prudentiel, et il faut surtout éviter de créer une bulle verte. Mais finalement, les méthodes qui consistent un peu comme chez Natixis à faire entrer un cadrage des allocations d'actifs dans les logiques même d'allocation avec des RWA modulés en fonction du risque, c'est peut-être une première façon de procéder. Et puis, il y a le levier monétaire, avec cette belle proposition autour d'un taux d'intérêt vert qui ressemble un peu à ce qui a été fait en matière de relance. Après le Covid, on a parlé d'un TLTRO pour la relance. Pourquoi ne pas parler d'un green TLTRO? On entend les craintes du secteur bancaire autour de l'idée que si on met en place un bonus sur les taux d'intérêt, alors ça voudrait dire que, à contrario, il y aurait un malus et qu'il y a un problème de comptabilisation. Alors moi, sur la question de comment on compte le vert, je fais partie de ceux qui considèrent que dans la taxonomie, il y a la matière pour compter et qu'on peut peut-être quand même commencer par compter sur la base des critères de contribution significative et peut-être temporairement mettre un peu de côté les DNSH, en tout cas si on veut avoir une première approche de ce qui est vert ou pas. En tout cas, il y a une telle matière dans la taxonomie qu'on ne peut plus dire qu'on ne sait pas compter ce qui est vert. Et puis, vous l'avez dit, Alexandre Gauthier, il y a aussi toute une gamme en fait, de possibilités en matière de levier monétaire pour mettre en place quelque chose qui ressemblerait à ce taux d'intérêt vert, soit par le refinancement des banques avec un taux différencié en fonction du profil de leur bilan. Celles qui auraient un bilan peu risqué, peu exposé, seraient plus refinancées que les autres, ou mettre en place des politiques de collatéraux en retirant de ce qui est éligible au refinancement, ce qui est très brun, ou encore des solutions de quantitative easing. Bref, il y a toute une gamme de solutions qui ont été évoquées ce matin. Alors Benoît, je te fais une proposition un peu malhonnête, puisque la Caisse des dépôts a ce privilège de peut-être donner des idées de travaux pour I4C. Je pense que déjà, si on synthétisait tout ce qui s'est dit ce matin en prenant quelques options sur ce qui s'est dit dans un papier qui pourrait ensuite être diffusé, on aura fait avancer le débat dans un contexte où, encore une fois, il y a des consultations sur CRD. Et puis, personne ne l'a dit, mais
Je me souviens qu'à la COP28, un certain Emmanuel Macron avait fait émerger cette idée de taux d'intérêt brun, taux d'intérêt vert à l'échelle internationale, etc. Je n'ai pas vu, mais dites-moi si je me trompe, de mise en œuvre de cette idée. Peut-être qu'on pourrait ensemble la reprendre pour la COP30, puisque elle sera axée sur les questions de financement. En tout cas, il y a plein d'organes à l'échelle internationale, et notamment Finance in Common, qui est piloté par l'AFD, qui bosse là-dessus. Et qui d'ailleurs vont chercher les financeurs privés pour voir comment on peut résoudre ce problème de réorientation des capitaux en utilisant tous les leviers. Voilà, donc rendez-vous à la COP30. Et puis, en tout cas, je pense qu'on a craqué aujourd'hui l'idée que les banques centrales ne seraient pas légitimes pour traiter de ces questions. Voilà, merci à tous et à bientôt.